Bonjour à tous. On a, dans le début de notre ordre du jour, peut-être à définir déjà les secrétaires de séance. Ce sera fait Bernard Xel et Floriane Capellaro. Voilà. On a approuvé le PV de notre dernière séance. Philippe, oui. Oui, merci de me donner la parole, Monsieur le maire. Je constate qu'en début de séance, le quorum n'est pas atteint par la liste majoritaire. Donc, en tant qu'élus responsables, nous siégerons à ce conseil municipal, mais nous tenons à faire remarquer que le quorum n'est pas atteint. Même si ça s'est déjà produit et sur lequel nous sommes restés encore une fois précédente au conseil municipal, je tiens à le faire remarquer, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas simplement de conseillers municipaux, mais qui ont des fonctions de conseiller municipal délégué ou des positions d'adjoints, qui ne sont pas là ce soir. Donc, notre liste restera. Je ne sais pas ce que fait l'autre liste, mais nous siégerons au conseil municipal et nous prenons part au débat. En sachant que Laurence Rochat doit arriver, elle aurait déjà dû être là d'ailleurs, mais qu'elle nous rejoindra. En tous les cas, je salue cet élan responsable. On a approuvé le procès-verbal de la réunion du 16 mai dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV ? Des questions? Pas spécialement. Je vous propose donc qu'on l'approuve. Il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Puisqu'on en est sur ces questions-là, j'en viens sur les procurations. Pour vous dire que René Chevalier donne procuration à Florence Carpetta, Philippe Soublin à Éric Laurent, Daniel Mianet à Philippe Mosca, Damien de Segli à Aïcha Desmonaz et Inès Souissi à Noir Kismoun. Je considère qu'il n'y a pas de procuration pour Madame Bertin. Non, simplement une excuse. D'accord. Très bien, on en arrive aux décisions qui ont été prises ces dernières semaines, avec une décision le 21 mai 2019 pour une convention d'occupation de logement passée avec M. Soroki, il s'agit d'un renouvellement, d'une décision du 6 juin concernant un acte constitutif d'une régie de recettes et d'avances pour le service scolaire, et une décision du 6 juin toujours pour la contraction d'un emprunt d'1 million d'euros auprès de la Caisse d'épargne, conformément à nos prévisions budgétaires. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ces décisions? Je n'en vois pas. Je vous propose qu'on en vienne à nos points inscrits à l'ordre du jour. Tout d'abord, la dénomination de la salle de l'étage de la salle des fêtes. Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de l'inauguration de la salle des fêtes, qui restera, je pense, un bon moment important pour l'ensemble des Moutirains, bien au-delà de notre assemblée ici. J'ai proposé par anticipation que nous puissions dénommer cette salle René Ramaglia. Cela fait un pendant, je dirais, tout naturel pour ce qui nous concerne, dans la mesure où René s'est positionné dans la préparation de notre mandat pour positionner cet investissement comme un investissement stratégique de la ville et indispensable à son rayonnement. Et je pense qu'il avait été particulièrement clairvoyant de ce qu'il avait pu identifier à l'époque. Il nous a quittés en chemin, et quand un compagnon n'arrive pas sur la ligne d'arrivée, c'est important de s'en souvenir. Et s'agissant de l'histoire personnelle de René, s'agissant de ce qu'il a pu faire pour cette ville, au-delà même de son mandat de maire et de l'ensemble de ses engagements municipaux, il me semble que nous pouvons bien lui rendre cela et dénommer cette salle René Ramaglia. Philippe ? Oui, je m'inscris tout à fait dans cette démarche. Je pense que, bien évidemment, est prévue une plaque et autres pour le nom de cette plaque. Je ne veux pas reprendre la parole après, te dire également, je pense, alors ce n'est pas la commune, mais c'est la communauté de communes, je pense qu'il faudrait délibérer également pour valider le nom du gymnase Tartara, parce que je pense qu'il n'y a pas eu de délibération. Ça a été délibéré, autant pour moi. Merci. Je vous propose donc de mettre ce point aux voix, et j'imagine qu'il n'y a ni opposition ni abstention, et je vous remercie pour la mémoire de notre collègue.
On en vient ensuite, Florence, sur une convention financière qui nous lie à la communauté de communes. Oui, il s'agit donc de la convention concernant les sentiers balcons de Tarentaise, liaison Moutier-Haute-Cour. Alors, comme toutes les conventions, elles vivent et elles sont amenées au cours de leur réalisation à être modifiées en fonction des besoins. Donc là, au niveau des aspects financiers, il était prévu un coût forfaitaire de 6 000 € avec 2 interventions annuelles. Et donc là, il est proposé de modifier cet avenant financier par en fait une prise en charge en fait, au taux horaire et au nombre d'heures qu'auront effectué nos agents. Merci. Est-ce qu'il y a des précisions? Oui, Philippe, pour ceux qui étaient en conseil communautaire, vous avez déjà vu ce dossier de l'autre côté. Monsieur le maire, je me fais le porte-parole des habitants du versant sud pour dire que lorsque la commune détenait cette convention, lorsqu'il y avait un besoin d'un passage supplémentaire ou d'un entretien, c'était fait régulièrement et c'était fait correctement. Le passage donc avec un marché qui est conclu par la communauté de communes et avec un prestataire autre que la commune de Moutier, est-ce que l'entretien du sentier sera fait de la même façon que la commune a pu le faire pendant qu'elle était porteur de ce travail à hauteur des 6 000 €, puisque on a pu voir en conseil communautaire, c'est très bien, c'est des économies, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'entretien du sentier, et c'est la question que me posent les habitants du versant sud. Oui, alors le principe, c'est évidemment pas de perdre en qualité de service, mais pour ça, il faut passer un exercice, et c'est bien au pied du mur qu'on juge le maçon, donc il faut qu'on passe une année pour pouvoir constater. Voilà. Sur le principe, l'idée n'est pas de perdre en service, ça a été de rechercher une optimisation de la dépense plutôt. Voilà. Oui, Bernard. Oui, heureusement que certains parmi nous sont au conseil communautaire, sinon on ne saurait pas exactement de quoi il s'agit quand on lit la note de synthèse. Donc est-ce que vous pourriez quand même faire des notes de synthèse suffisamment explicites, même si elles ne sont pas forcément besoin d'être plus longues, pour dire pour quelles raisons la communauté de communes a choisi un autre prestataire, quel est cet autre prestataire et quel est le montant de la prestation, paraît-il équivalente, qui pourrait être faite en substitution à ce que réalisait auparavant la commune de Moutier. Autant que je me souvienne, le montant, je ne sais pas quel est le montant d'aujourd'hui d'ailleurs, mais je sais que le montant d'hier était un coût forfaitaire annuel de 6 000 €. La convention financière elle nous lie à la communauté de communes, et donc on parle de ce qui est supprimé de la convention initiale, c'est-à-dire les 6 000 €. J'ai plus en tête le montant de la désormais nouvelle du désormais nouveau prestataire qui sera l'ONF, mais je l'ai plus en tête le montant. Oui, c'est moins de 2 000 €, oui. Oui, Florence. Là, dans ce qui est rectifié dans cette convention, en fait, on maintient quand même un tarif horaire, ce qui veut dire que, au-delà de la prestation que pourrait faire le prestataire, s'il y a des besoins ponctuels, les agents pourront être facturés à la communauté de communes. Donc ça veut pas dire qu'il y aura que le prestataire, mais en cas de besoin, nos agents pourront intervenir. Mais Bernard, pour rebondir sur ce que vous disiez, les lois dans ce pays sont bien fichues. Hein. C'est pour ça que les minorités siègent dans les instances de PCI, justement pour que chacun dans leur groupe puisse porter l'ensemble des informations nécessaires. Hein. Précisons que les lois sont récentes à ce sujet-là, puisque depuis seulement les élections de 2014, les minorités siègent dans les EPCI. Vous le savez bien.
Non, mais je le précisais. Auparavant, c'était élu. Les membres du conseil communautaire étaient élus par les conseils municipaux. Et il se trouve d'ailleurs que dans cette assemblée, la minorité antérieure n'avait pas pu siéger. On est d'accord. Sauf à la fin du mandat, grâce à certains élus qui avaient accepté de laisser leur place. La minorité ne pouvait pas siéger auparavant. J'entends, mais je rappelais juste quelle était la situation d'aujourd'hui pour la culture générale et la bonne compréhension de tous. Bien, sur cette convention financière et les précisions étant apportées, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Je vous propose donc de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Florence, tu nous parles maintenant du contrat de ligne de trésorerie. Donc, comme toutes les années, au mois de juin, on revient vers le conseil municipal pour délibérer concernant la ligne de trésorerie. L'année passée, nous avions demandé une deuxième ouverture de ligne de trésorerie au mois d'octobre, ce qui nous permet en fait de jongler et de pouvoir en fait au mois de juin rembourser la première ligne si elle est tirée en totalité et par celle du mois d'octobre. Donc là, nous avons donc sollicité plusieurs banques, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, Banque Postale, Banque Populaire, le CIC. Ce qui a été retenu, c'est la caisse d'épargne avec pour un montant de 300 000, donc ceci ne bouge pas. Le taux d'intérêt appliqué est Léonia plus une marge de 0,71. Actuellement, Léonia est à moins 0,37, donc ce qui ramène le seuil à 0, donc le taux est de 0,71. Et les seules commissions sont la commission d'engagement pour 0,15% du montant emprunté, qui correspond à 450 €. Alors pour votre information, avant que la question ne soit posée, en 2018, nous avons tiré 100 000 € le 4 avril, 200 000 le 4 janvier, enfin le 22 janvier 200 000. Nous avons remboursé une partie le 3 février. On a retiré 100 000 le 22 mars. On a remboursé 200 000 le 26 juin. Et on a remboursé le 27 juillet 2018 100 000. Tout cela pour 2018. C'est bien pour vous montrer qu'en fait, on tire cet argent chaque fois qu'il y a un peu de flux tendu en attente d'encaissement par la commune. Ça nous laisse une petite liberté dans la trésorerie. Voilà. Flexibilité indispensable. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet assez traditionnel des collectivités ? Pas spécialement. Je vous propose donc de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. On en vient au point numéro 4, une subvention à la communauté de communes pour l'opération GRAF menée par le service jeunesse. Je vous rappelle l'année dernière une démarche similaire qui avait été initiée, une délibération de notre conseil municipal pour une subvention là aussi de 2 000 € lorsque l'atelier GRAF s'est réalisé à la Chaudanne, sur l'espace Henri Boéraud. Le principe que nous avions admis étant de dire que lorsque le service jeunesse produit du GRAF dans une commune, la commune bénéficiaire du projet s'acquitte d'un accompagnement financier de 2 000 €. Cette année, on retrouve une délibération de même type, avec une subvention attendue de 2 000 € pour un projet GRAF qui va se réaliser au niveau de la trémie ferroviaire qui se trouve à la Chaudanne vers le rond-point de l'Octroi. Le principe étant de venir couvrir le mur le plus long, c'est-à-dire depuis les pompiers jusqu'à la pisciculture, avec une fresque qui renvoie à l'histoire du lieu, en passant des salines, en partant des salines, en passant par l'usine et en arrivant jusqu'à la période des Jeux Olympiques. Voilà, la réalisation est attendue au mois de juillet et ça se fait dans le cadre plus global du projet de Street Art. Voilà. Oui, Philippe ? Dans le cadre de ce projet cofinancé entre les deux communautés de communes, la CCVA apporte une contribution qui est identique à celle qui nous est proposée ce soir. Non. C'est justement ce que j'ai dit. La commune bénéficiaire de l'œuvre s'acquitte d'une subvention. Si le projet il s'était fait à Saint-Martin-de-Belleville, c'est Saint-Martin-de-Belleville qui aurait apporté 2 000 €. Il se trouve que le projet se fait chez nous, c'est pour ça que c'est nous qui apportons 2 000 €. Ensuite, le reste du projet est porté globalement par le service jeunesse, qui est un service unifié, avec donc une contribution des deux communautés de communes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Je propose donc de passer aux voix.
Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je donne la parole à Noir Kismoun pour un avenant à la Convention de services communs, entretien, ménage dans les bâtiments. Alors, il s'agit d'un avenant. Donc, on a mis en place avec la communauté de communes, je vais y arriver, un service commun en 2017 pour le service ménage dans les bâtiments. Et puis là, l'avenant consiste en réalité à tenir compte de la réalité des prestations et d'ajuster en passant donc à une clé 7640 23,60, 7640 pour la commune de Moutier, 23,60%. On modifie à la marge, mais c'est juste pour tenir compte de la réalité de la prestation. Donc il est proposé au Conseil là, d'approuver cet avenant et d'autoriser le maire à le signer. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet? Pas spécialement. Je vous propose donc de le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On en vient au point numéro 6. Avec une proposition de protocole transactionnel concernant la dalle de la Chaudane. Nous y revenons encore. Et en fait, quand on parle de dalle de la Chaudane, pour être plus précis, il faut évoquer la sortie du séquestre concernant la vente qui avait été consentie dans un compromis à Daniel Bessèche. Il se trouve que l'architecte qui a travaillé sur le projet a engagé de son côté également une procédure pour être financé des impayés et que nos éléments se sont à un moment donné retrouvés et qu'il a été proposé, ce qui a été validé par nos conseils, de s'engager dans une démarche globale qui est proposée donc ce soir et qui est un protocole transactionnel dans laquelle la commune propose de laisser porter la procédure par la société Époque, qui est celle qui accompagnait le projet, et aurait à recevoir, la commune, la somme de 12 500 €, objet comment dire, de ce qui pourrait être repris sur le séquestre. Voilà les grands principes, en tous les cas, de ce qui nous est proposé ici, et dont j'espère qu'il s'agira du dernier acte de ce dossier, dont nous n'avons que trop parlé au cours des 5 années écoulées. Quelles sont les précisions qu'il conviendrait d'apporter? Bernard. Oui, on peut dire qu'effectivement, c'est un nouvel épisode, un énième épisode du fameux serpent de la dalle, comme on disait déjà dans la presse, en reprenant certains propos que j'avais peut-être dit à l'époque, concernant ce dossier de la dalle, qui date des JO d'Albertville. Donc c'est vraiment maintenant un très vieux dossier, et malheureusement, pour la ville et pour la vie de la ville, pour la respiration de la ville, la liaison entre le quartier de la Chaudane et le centre-ville n'est toujours pas rétablie. Par rapport à ce dossier qui nous est proposé, je précise quand même au niveau de la méthode que j'avais demandé à pouvoir regarder de plus près de quoi il s'agissait, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de questions, en lisant votre rapport, il y a un certain nombre de questions qui nous sont venues à l'esprit, et je souhaitais pouvoir approfondir ces questions avant ce conseil. Ce qui n'a pas visiblement pas été possible, ou alors vous n'avez pas compris ma question. J'ai compris votre question, parce que vous m'avez envoyé un message que je vais reprendre pour y voir clair, que vous m'avez envoyé ce matin, après la commission des marchés, je souhaite consulter le dossier de la dalle de la Chaudane. Et comme aujourd'hui on avait l'architecte du projet de la dalle de la Chaudane sur le projet de demain, moi c'était de ça dont j'avais compris que vous me parliez. Et c'est pour ça que je vous ai dit, que je vous ai répondu, vous l'avez eu, j'imagine, le message de retour, pour vous dire que je répondais pas, j'accédais pas à votre demande dans ce délai, parce que nous avions une commission à laquelle on allait présenter de manière plus globale. Et donc cette commission, elle doit se tenir, je crois, le 8, Nathalie, c'est ça? Le 8 juillet, on vous proposera une commission plus globale à laquelle on parlera justement de ce dossier-là, du dossier d'après.
Effectivement, vous n'avez pas compris. En fait, je voulais approfondir un certain nombre de questions juridiques liées à l'ordre du jour de ce soir. D'accord. Puisqu'en fait, donc, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que c'est un protocole d'accord transactionnel, sauf qu'il manque une partie là, dans le protocole d'accord transactionnel. Il manque M. Bessèche, puisqu'en fait, M. Bessèche, c'est lui qui avait contracté une commande auprès d'un architecte, Époque, si j'ai bien compris. D'ailleurs, cet architecte, effectivement, nous l'avions vu, mais il accompagnait M. Bessèche, et c'est en aucun cas la commune qui a commandité des travaux auprès de la société Époque. C'est bien M. Bessèche qui a commandé ses prestations auprès d'Époque. Et donc, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'en fait, Époque essaye de récupérer des émoluments liés à ces prestations, donc il s'est retourné contre la commune, mais la commune, elle est complètement étrangère à ça. Et donc, ce qui m'étonne, c'est que, par contre, Époque, il peut se retourner contre M. Bessèche. Il peut encore le faire, il a déjà fait, il peut encore le faire. Il y a eu des jugements, d'après ce qu'on a pu voir dans votre rapport, il y a des jugements qui vont en faveur de la société Époque, mais en aucun cas ces jugements, je voulais quand même le vérifier, mais il ne me semble pas que ces jugements dictent à la commune de devoir verser en lieu et place de M. Bessèche ce que Bessèche doit à Époque. Alors, Et donc, pour continuer mon raisonnement, ce que je trouve curieux, c'est cette procédure qui consiste en fait à donc entériner le fait que la commune se substituerait à Bessèche pour payer une facture que doit Bessèche à Époque, que Époque donc arriverait peut-être, suite à ce protocole d'accord, à récupérer une partie de la somme des 60 000 euros, enfin, dans un premier temps, la totalité des 60 000 euros qui sont mis en séquestre. C'était une garantie, un dépôt de garantie qui avait été négocié à l'époque pour justement faire en sorte que la commune, au cas où le dossier n'irait pas au bout, que la commune puisse récupérer des dommages-intérêts. Donc c'est pour cette raison qu'il y avait un dépôt de garantie entre les mains du notaire. Mais ce dépôt de garantie, à ma connaissance, il n'était pas fait du tout pour payer les prestataires de M. Bessèche. Il était fait pour que la commune puisse obtenir des dédommagements en cas de non-réalisation du projet. Alors, dans les causes de non-réalisation du projet, Bessèche a certainement des responsabilités, mais la commune en a aussi. Parce que un certain nombre d'obligations que devait assumer la commune n'ont pas été réalisées. Et c'est vrai, monsieur le maire, on vous l'avait déjà dit en début de mandat, on avait été étonné en début de mandat d'une position que vous avez évoquée à plusieurs reprises, laissant sous-entendre que en fait le dossier était complètement mal monté. Ça, je vous le confirme. Vous avez déclaré que le dossier était mal monté. Bon, sauf que moi j'ai l'impression quand même que vous avez pas mis beaucoup d'énergie pour faire en sorte que la commune réalise ses engagements dans les délais. Moi j'ai le sentiment, parce que ça fait quand même 4 ans et demi. Je pense que la commune aurait pu avoir un peu plus de célérité pour répondre à ses engagements. Notamment ses engagements par rapport à l'acquisition de la passerelle auprès de la SNCF. Et donc, pour finir, parce que je vais développer jusqu'au bout, pour finir, dans cette convention, dans ce protocole transactionnel, il y a comme signataires proposés la commune et la société Époque. Je ne vois pas apparaître M. Bessèche, et donc j'émets une crainte, c'est que ce protocole n'éteigne pas les difficultés juridiques, parce que M. Bessèche pourrait à nouveau continuer à se retourner contre la commune, premièrement. Et deuxièmement, j'émets des doutes aussi sur le fait que Époque se substitue à la commune pour récupérer les 60 000 euros qui étaient en garantie et reverse ensuite à la commune 12 500 euros. Tout ça, ça me paraît quand même très cavalier et très curieux au regard de ce que je connais du droit administratif. Bon, alors, vous avez dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de
de replacer la vérité et de répondre à vos questions. Tout d'abord, pourquoi est-ce que le protocole intervient entre EPOC et la commune? Parce que la société EPOC a obtenu un certain nombre de gains de cause dans les procédures qu'elle a engagées et qu'aujourd'hui, il lui appartient de se payer avec l'argent qui peut exister. Or, aujourd'hui, le seul argent qui existe est lié à l'activité Bessèche, c'est les 60 000 € de séquestre. Pardon ? Non, mais cet argent-là, il appartient pas en aucun cas à Époque, cet argent-là. Non, il appartient à Bessèche. Oui, il appartient. Non, il appartient potentiellement à la commune. Non, alors, c'est un séquestre, et le séquestre est attaché au dépositaire. Le dépositaire, c'est Bessèche. Donc, aujourd'hui, cet argent, il a un titulaire, c'est le notaire pour le compte de Bessèche. Voilà. Donc, aujourd'hui, si cet argent devait retourner quelque part, il retournerait vers Bessèche. Il se trouve que les conseils de Époque ont identifié que cette somme était disponible et que donc ils ont engagé les démarches pour pouvoir la récupérer. Et que leurs conseils ont sans doute été plus avisés que les nôtres, parce que la possibilité que eux récupèrent est plus importante que celle que nous puissions récupérer. Donc, aujourd'hui, il y a un protocole qui intervient entre Époque et la commune, puisque Bessèche, lui, dit, mais moi, lui a demandé à ce que le dossier s'arrête. Donc aujourd'hui, il n'a pas engagé de procédure, contrairement à ce que vous pourriez laisser penser dans votre propos tout à l'heure. Il n'a pas dans l'idée de relancer de procédure, puisqu'il n'en a pas lancé déjà. Donc, il y a un protocole qui est proposé d'intervenir entre Bessèche Époque et la commune, puisqu'en réalité, nous sommes deux à vouloir manger sur ce morceau qui reste être le seul argent disponible du dossier Bessèche. Donc c'est ce qui explique que le protocole est entre nous. Moi, je ne suis pas juriste. En tous les cas, ce protocole a fait l'objet d'allers-retours entre nos conseils et qu'aujourd'hui, il est validé par le conseil de la commune. Il est conseillé par le conseil de la commune qui nous dit que la probabilité de récupérer de ce côté-là est plus importante que de récupérer si nous allons seuls à la fleur au fusil, compte tenu des éléments de compromis qui ont été rédigés à l'époque à la faveur de Bessèche et pas en protection des intérêts de la commune. Dixit le conseil. Voilà. S'agissant ensuite de vos allégations concernant la volonté que nous aurions eue de réaliser le projet. Là-dessus, replacer les vérités. Vous reprendrez les propos que j'ai pu tenir à l'époque, qui ont toujours été de dire que je n'ai pas partagé la volonté initiale de ce projet, parce que d'ailleurs la communauté de communes était détentrice d'un projet beaucoup plus ambitieux qui serait déjà réalisé, mais que malgré cela, malgré le fait de ne pas être le premier défenseur du dossier, les conditions seraient réunies pour que la parole donnée soit tenue. Et nous avons engagé dès 2014 tout ce qui était nécessaire pour que ça puisse se mettre en œuvre. Les actions en direction de la vidéoprotection, les actions en direction de la chaufferie, les actions en direction du foncier, contrairement à ce que vous pouvez laisser à penser, les actions que vous aviez vous-même initiées en direction de la croissanterie qui ont été finalisées. Monsieur Bessèche n'a tenu aucune des paroles et aucun des engagements qu'il avait définis lui-même. Nous avons réalisé l'ensemble des conditions qui sont dans le protocole, dans le compromis initial. Nous avons réalisé la totalité. Vous laissez à penser qu'on ne s'est pas assez pressé sur la question du foncier de la passerelle. Mais j'ai envie de rire. J'ai envie de rire, parce que si je reprends vos propos d'ici en 2012 et 2013, on avait l'impression que la passerelle était une affaire réglée. Ah ben non, mais attendez, je vous engage collectivement, puisque vous étiez autour de la table, et tous d'ailleurs, je vous engage collectivement, vous êtes un élu qui travaille et qui va au fond des dossiers. Je peux vous dire que sur celui-là, vous n'étiez pas allé au fond des dossiers. Parce que quand on nous laisse l'accès au dossier, on peut aller au fond. Oui, oui non mais d'accord, mais enfin soit, je dis quand même que vous étiez là, moi je n'y étais pas. J'avais dit qu'il y avait des fragilités, mais évidemment, personne ne voulait entendre ce qu'on pouvait dire à l'époque. Il y avait des fragilités. Et sur le foncier de la passerelle, ce n'était pas des fragilités. C'était que le sujet n'était juste pas travaillé. Il nous a fallu des années
pour remonter la question du foncier entre la SNCF, la division en volume qu'il a fallu mener, RFF qui n'existe plus depuis, enfin, et je vous passe les conventions croisées entre tout ça, vous n'êtes pas responsable de l'imbroglio foncier qui existait, vous êtes responsable du fait qu'il n'avait pas été traité avant de signer un compromis, et alors que c'était un élément fondateur du compromis qui était signé avec M. Bessèche. Donc ne laissez pas à penser aujourd'hui que la majorité en place n'a pas fait ce qu'il convenait de faire pour que le dossier puisse se réaliser, parce que nous avons justement réalisé tout ce qui devait l'être, et nous sommes seulement aujourd'hui, pas par défaut d'action, parce que la procédure était longue, nous sommes seulement aujourd'hui, et vous l'avez vu au dernier conseil municipal, à traiter les derniers éléments du foncier, puisque nous avons enfin acté avec la SNCF, d'ailleurs avec au passage une soulte importante à payer, alors que dans vos propos, je vous renvoie à 2013-2012, vous parliez de l'euro symbolique. La réalité était évidemment très éloignée de cette affaire-là. Ce n'étaient pas mes propos. Hein. Je parle des propos, je parle de la personnalité morale. Du maire de l'époque. Monsieur Xel, je n'incrimine personne, je parle d'une personnalité morale. Voilà. On n'est pas là, vous me posez des questions, je vous réponds. Mais je ne suis pas dans une démarche où je dis qu'un tel ou un tel aurait dit ou pas dit. Je dis la personnalité morale n'avait pas pris la peine de régler cette question du foncier dont vous laissez pourtant à penser. Oui, mais je dis la personnalité morale, bordel, vous étiez 27. Bon, donc il y a un moment donné, moi je cherche pas la responsabilité, on n'est pas en recherche de responsabilité. Vous me posez une question, je vous réponds, et je renvoie sur la personnalité morale qui n'avait pas fait en son temps ce qu'il convenait de faire. Alors, je vais vous lire quand même un extrait de la convention qui a été signée entre la mairie et M. Bessèche. Du compromis. Concernant du compromis. Je vous lis un extrait. Si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l'acte authentique de vente ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l'acquéreur, dans le délai fixé, cette somme sera acquise définitivement au vendeur au titre de dommages et intérêts, sans préjudice pour celui-ci de poursuivre la réalisation de la vente par acte authentique et éventuellement l'obtention de tout dommage et intérêt supplémentaire. Ça veut dire, cet article veut dire que si la commune a respecté tous ses engagements, mais que si la vente n'est pas conclue, la vente définitive n'est pas conclue du fait de l'acquéreur, les 60 000 € sont acquis à la commune. Ça, c'est ça qui est écrit dans l'article. Alors, effectivement, il y a peut-être eu des tas d'échanges juridiques que je ne connais pas, que les conseillers municipaux, je ne suis peut-être pas le seul quand même, il n'y a peut-être pas que les minorités ne connaissent pas, et donc en tout état de cause, et ce que vous venez de dire tout à l'heure me conforte dans cette pensée, je ne me sens pas en capacité de voter pour, contre ou de m'abstenir sur un sujet dont je ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants que vous peut-être seuls connaissez, puisque vous ne partagez pas forcément toujours bien les dossiers. Donc pour ce dossier-là, et je pense que je ne serai pas le seul, ne participerai pas au vote. J'entends. Je veux juste, pour que les choses soient claires pour tout le monde et qu'il y ait la plus grande transparence dans ce qui est proposé là. Ce que vous venez de nous lire est évidemment très juste. Il y a un élément que vous avez omis, ou alors je ne l'ai pas entendu, c'est que tout cela devait être réalisé dans un pas de temps qui était préalablement défini. Oui, d'accord, mais je veux dire, tout ce que vous avez dit n'a de sens que parce que c'est renvoyé dans une temporalité. Or, il n'était pas possible de tenir tout cela dans la temporalité donnée, puisque vous avez vu le temps qu'il a fallu pour traiter la question de la passerelle. Donc, nous sommes fragilisés par le fait que nous n'avons pas tenu les délais. Mais nous ne sommes pas fragilisés du fait que nous n'ayons pas réalisé. Nous avons réalisé les conditions. Nous n'avons pas tenu les délais. Et celui qui a décidé d'arrêter le projet, c'est pas nous. C'est M. Bessèche qui nous l'a écrit par la voix de son conseil. Voilà. Et je peux même vous dire, puisque vous voulez avoir les éléments de détail, que le dernier rebondissement, qui était quand même assez épique, c'était que son projet, pour équilibrer l'opération, était de réaliser un lotissement de luxe au-dessus
du bâtiment de la Chaudane avec un investisseur indien qui devait venir nous visiter ici. Enfin, vous connaissez Moutier aussi bien que moi et vous imaginez bien que d'aller construire déjà au-dessus de la dalle de la Chaudane, il faut déjà être un peu courageux et je ne suis pas certain qu'on fasse des chalets de luxe au-dessus de la voie ferrée. Enfin, il y a de très belles habitations en vis-à-vis de la voie ferrée, de grande valeur, mais je ne conçois pas qu'on puisse aller construire un lotissement de luxe à cet endroit-là. Il y a eu un projet d'hôtel à une époque. Oui, mais pas à cet endroit-là. On était sur la dalle, on n'était pas dans le. Voilà. Enfin, pour vous dire que on a été quand même très flex dans cette affaire, parce que toutes ces bêtises, on les a quand même intégrées. J'ai eu les conseils de l'investisseur indien au téléphone, à qui j'ai expliqué les choses, qui ont promené le couillon quand même pendant quelques mois aussi. On a supporté toutes ces bêtises. On a supporté tous les errements du dossier. Il y a un moment donné, vous pouvez considérer que vous n'avez pas les éléments qui permettent de décider. Moi, j'ai pas de patience dans ce dossier. Voilà. J'en ai pas aujourd'hui, à l'évidence. La seule chose qui me motive, c'est que si la commune de Moutier, après avoir perdu autant de temps, a quand même la capacité de récupérer 12 500 € dans cette affaire, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Et c'est le sens de la décision que je vous propose ce soir en délibération. Je crois que Philippe, tu voulais t'exprimer, et sinon Stéphane. Oui, merci. Je vais m'exprimer, je donnerai la parole à Stéphane après. Je crois qu'aujourd'hui, ce dont Moutier a besoin, c'est qu'au-delà d'analyser ce qu'il y a eu dans le passé, la précédente municipalité ou le précédent conseil municipal a eu également un conseil qui est notamment un cabinet de notaires sur la place de Moutier. Il y a également eu un cabinet d'avocats qui a peut-être encore des missions pour la commune de Moutier. Qu'importe, aujourd'hui, la commune de Moutier, il y avait eu un séquestre de 60 000 €. Aujourd'hui, le séquestre, il y a une délibération qui est proposée pour sortir enfin de ce dossier. Moi, j'en fais pas une affaire de personne. Effectivement, j'ai été dans la position qui est la tienne. Le conseil municipal et des personnes qui ont voté d'une façon en 2013, aujourd'hui se retrouvent à proposer une autre délibération. Je crois que ce que Moutier a besoin, c'est que ce dossier avance, et sans faire de procès de personne, et sans laisser des plumes au niveau de la commune de Moutier. En tout cas, moi, je pense que nous prononcerons, ou du moins un certain nombre se prononceront en vue de solder ce point. Moi, j'ai deux questions. C'est, est-ce qu'il est nécessaire que l'étude de notaire qui a ce séquestre, qui est une étude de Moutier, s'engage dans ce protocole? Je ne suis pas juriste, j'en sais rien. Et la deuxième chose, ma deuxième question, c'est est-ce que le cabinet Époque, dans le projet qui va s'ouvrir ou qui s'est ouvert maintenant, est également architecte dans le projet qui va suivre? Voilà. Alors, sur la deuxième question, l'architecte n'est pas Époque sur le projet, puisque Époque avait, je crois, plutôt une orientation sur les questions artistiques. Donc, comme on n'est pas sur un projet de cette portée-là, c'est pas le même architecte, voilà. Donc, Époque n'est plus en affaire, on va dire, sur Moutier et de surcroît sur la dalle. S'agissant de l'intervention du notaire dans ce dossier, je suis un peu emprunté pour répondre, mais si on en est là aujourd'hui, c'est par défaut d'intervention du notaire. Bon, à qui j'ai écrit à plusieurs reprises, que j'ai sollicité à de nombreuses reprises avec nos services et qui sont particulièrement en défaut. Et il faut savoir d'ailleurs que la récupération du séquestre que nous avons initié, nous l'avons fait nous-mêmes parce que le notaire était en défaut de le faire. Voilà. Donc il n'y a pas d'intervention du notaire dans le dossier. Stéphane. Par rapport à la répartition en fait d'à peu près 20%, 80%, c'est seuls les délais qui justifient ce rapport entre la commune et Époque? Qu'est-ce qui vient rentrer justement en compte par rapport à cette répartition du séquestre? Non, la répartition, elle est objet de la transaction. C'est pour ça qu'on est sur un protocole transactionnel, puisque la commune aujourd'hui est dans une situation où, de l'avis de notre conseil, la probabilité que nous puissions récupérer si nous y allons seuls est aujourd'hui très faible. Voilà. Il me semblait d'ailleurs que c'était plutôt l'État, enfin les communes qui étaient prioritaires sur les privés par rapport à... Ah mais non, mais là on parle. Non mais attendez, là on parle d'un séquestre là. Voilà. On parle d'un séquestre là.
Là, on est Non. judiciaire. Hein. On est chirographaire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ce dossier? Pas spécialement. Je vous propose donc de le mettre aux voix. Alors, Bernard, j'ai compris que vous... Ok, donc je note que que le groupe, en tous les cas, Moutier Autrement ne prend pas part au vote. Est-ce qu'il y a par ailleurs des abstentions? J'en vois 2. Des oppositions? Je n'en vois pas. Et donc, nous allons avancer dans cette direction. Je vous remercie. On en vient maintenant à plusieurs propositions d'avenant concernant la salle des fêtes. Il y a une commission qui s'est tenue ce matin. Je voulais vous remercier de vos travaux complémentaires dans ce cadre. Je dis aussi que le rapport numéro 10, qui concerne l'entreprise Arrenov 73, n'est pas dans nos travaux de ce soir. Il convient donc de le sortir de l'ordre du jour parce que les éléments n'étaient pas suffisamment aboutis. En tous les cas, l'avenant proposé était daté. Nous avons donc un avenant qui est proposé pour l'entreprise Paul Chabert. Avenant numéro 1 et avenant numéro 2 qui nous conduit à un nouveau montant de marché hors taxe de 320 443,11 €. Après que nous ayons à l'avenant 1, qui est un avenant négatif, de 26 507,73 € et un avenant positif, l'avenant 2, pour 4 625,60 €. Je vous propose de les passer tous en revue, puis on discute globalement, et on vote globalement aussi, si vous voulez bien. On a, au rapport numéro 8, avenant 1 et 2, au lot numéro 2, qui concerne la charpente. L'avenant numéro 1, pour un montant hors taxe de 55 285,50 € et un avenant numéro 2 pour 22 055,25 €, soit un nouveau marché à 301 746,65 €. Je vous parle toujours en hors taxe. Un point numéro 9 concernant l'entreprise Delacroix, lot 3.2, la serrurerie, un avenant numéro 1 pour un montant de 1 190 € hors taxe et un avenant numéro 2 pour 325 € hors taxe, ce qui porte le nouveau marché à 20 126,36 €. Le point 10, je vous ai dit qu'on le sortait. Le point 11, l'entreprise Chevalier, lot numéro 7, menuiserie intérieure, 3 avenants. Un premier avenant d'un montant de 888,48 €, un deuxième avenant de 3 063,60 € et un troisième avenant de 1 349,70 €, ce qui porte le nouveau montant du marché à 165 301,78 €. Le point 12, avec l'entreprise Mignola, lot numéro 8. Ça a été très compliqué ce lot-là, avec un avenant numéro 1, d'un montant de 275 €, qui porte donc le marché à 41 742,79 €. Le point numéro 13, avec l'entreprise Oxali, et 3 avenants. L'avenant numéro 1 pour 1 388,80 €, l'avenant numéro 2 pour 1 416,28 € et l'avenant numéro 3 pour 1 116,61 €, ce qui porte le montant du marché à 134 983,81 € hors taxe. Voilà les avenants tels qu'ils ont été étudiés par la commission ce matin et ont reçu, je crois, un avis favorable sur l'ensemble des éléments qui ont été évoqués. Et on peut évidemment répondre dans le détail s'il y a des précisions à apporter. Bernard, qui était présent aux travaux de ce matin. Oui, malgré le court délai pour l'invitation, j'étais présent. Simplement, est-ce que vous pourriez nous préciser les éventuels risques juridiques que nous avons par rapport à ces différents marchés, s'il y en a, et est-ce qu'il y a des contentieux par rapport à certaines prestations? Est-ce que ce serait important quand même d'en informer le conseil municipal? Alors, sur ce sujet, on a globalement un chantier qui s'est très bien déroulé. Il y a
un lot, s'il vous plaît, il y a un lot sur lequel on a rencontré et on rencontre encore des difficultés, c'est le lot carrelage faïence. L'entreprise Mignola a été particulièrement défaillante, et ce que nous passons ce soir comme avenant n'est pas le décompte général définitif, qu'on soit bien clair. Donc votre question, elle est tout à fait pertinente, mais je précise que pour l'ensemble des lots, d'ailleurs, on n'est pas sur les DGD, on est aujourd'hui sur les avenants. Je veux dire qu'on aura sans doute l'occasion de revenir encore sur quelques aspects, mais notamment sur le lot, je crois, numéro 8, carrelage faïence. Et je dois le dire quand même d'une certaine mesure sur la maîtrise d'œuvre qui a présenté, je dois le dire en toute objectivité, quand même quelques défaillances dans le cadre de son marché et de l'exécution de sa mission. Sur un point notamment, qui a été sa présence sur le chantier, insuffisante de mon point de vue, mais je crois que c'est partagé de tous, une présence insuffisante qui du coup ne permet pas d'avoir un suivi au plus près des entreprises, au plus près du chantier, ce qui est toujours important, mais ce qui est d'autant plus important quand on est en réhabilitation. Voilà le périmètre de ce que je peux vous dire sur les risques de contentieux. Il n'y a pas de contentieux ouvert aujourd'hui. Il y a eu un constat d'huissier de notre part sur les aspects carrelage faïence et un constat d'huissier dont on n'a pas eu d'ailleurs communication, c'est lourd de sens je pense, de la part de l'entreprise. Voilà. Et je trouve que c'est l'entreprise qu'on connaît un peu, dont on connaît les dirigeants, et avec qui on a eu l'occasion de s'en entretenir à plusieurs reprises, et évidemment, il y a un moment donné où on est sur un point fort de désaccord. Je précise d'ailleurs que quand bien même je sors de la réserve, mais quand bien même j'ai le sentiment que la maîtrise d'œuvre a parfois couvert cette entreprise, eh bien il y a des demandes de modification qui avaient été identifiées par la maîtrise d'œuvre, je pense aux sanitaires notamment, sur lesquels les travaux n'ont pas été réalisés. Voilà. Pas encore réalisés. Voilà. Philippe. Oui, après avoir sorti le point numéro 10, tel que tu nous l'as dit, on a un écart qui, à ce stade, est de l'ordre de entre 8 et 10% d'avenant. Est-ce que les honoraires de la maîtrise d'œuvre sont revus au coût réel, donc de 1 062 212, ou restent tels qu'ils étaient prévus ? Parce que là, on n'a pas d'avenant pour la maîtrise d'œuvre. C'est pour ça que j'ai évoqué les difficultés qu'on a pu rencontrer avec la maîtrise d'œuvre, puisque, de mon point de vue, certains travaux induits par son action, ou par son défaut, plutôt, pèsent dans la balance. Et je considère donc à ce stade qu'on n'est pas arrivé au bout de nos discussions pour répondre précisément à ta question. Voilà. En tous les cas, on tient une comptabilité précise de ce qui est du fait de la maîtrise d'œuvre, des portes en plus, bref, et donc du coup des travaux qui pourraient aussi lui être imputés. Sauf que les règles de protection des maîtres d'œuvre font que c'est pas au premier euro qu'on peut imputer. Donc voilà, on est dans cette discussion. Voilà. Et le cas échéant, s'il doit y avoir un avenant, eh bien, il se trouvera ici autour de cette table. Hein. Voilà. Au terme de nos discussions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ces différents avenants pour lesquels je vous propose qu'on délibère donc en bloc, si vous en êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Ah mais j'en ai oublié un. Oui, l'électricien. Le lot 14 pour 5 783,22 € pour le premier avenant et 715,20 € pour le deuxième avenant. Je suis désolé, je l'ai oublié dans la longue litanie. Je remets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Noir. Et bon, puisque le vote est intervenu, simplement dire, mais je crois que c'est unanimement partagé autour de cette table du Conseil, que cette salle des fêtes, eh bien, on a parlé des délais tout à l'heure, là, pour le coup, ça a été formidablement bien réalisé,
que la prestation, et ça fait l'unanimité, je crois, hein, il me semble, de ce que j'ai entendu, est plutôt bonne, voire très bonne, que ça a été bien fait, bien accompagné, et que bon, là, on avait la maîtrise foncière, c'était de la réhabilitation, c'était sous les yeux de toutes et tous, mais simplement souligner la qualité du travail et la célérité avec laquelle ça s'est fait, avec un bon retour d'un équipement qui sera à l'usage de toutes les Moutiéraines et tous les Moutiérains. Merci. On en vient au point numéro 15, Éric, pour la convention d'occupation du gymnase Larnaud. Oui, mais ça c'est une convention annuelle qui lie la commune avec les différentes associations sportives et utilisatrices du gymnase de Georges Larnaud. Cette convention fait suite à l'élaboration du planning que vous trouvez 6 juin à la fin du rapport, une réunion qui s'est tenue le mois dernier. Donc voilà, je pense que vous avez tout en fin de rapport. Je voulais juste apporter une petite précision concernant dans le planning avec une option EST futsal. Donc c'était une option qui a été prise par l'EST, mais cette option ne sera pas prise pour cette année. Donc le futsal, c'est toujours l'association savoyarde qui utilise donc le gymnase Georges Larnaud et qui utilise aussi le gymnase à Pombières. Merci Éric. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Pas spécialement. On va donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Et enfin, on termine avec une convention avec le stand de tir de Tarentaise que devait nous rapporter Philippe Soublin, mais qui n'a pas pu être présent ce soir. Ça nous renvoie à la délibération du 12 juillet 2018, où nous avons déjà conventionné avec le stand de tir pour permettre l'exercice de nos policiers municipaux. Et nous revenons donc sur la même convention pour l'occupation et nous ajoutons simplement une tacite reconduction, ce qui nous évitera de revenir tous les ans avec la même délibération à la même période de l'année, voilà, tout simplement. Donc si vous voulez bien, on peut délibérer en faveur de cette utilisation du stand de tir, s'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, ce dont je vous remercie. Dans les communications que je souhaitais vous partager, la première, c'est vous dire que sur le street art, bonne nouvelle, le financement participatif a pu être obtenu. Et ce qui veut dire que les 47 000 € ont été réunis. On remercie l'ensemble des contributeurs. Les fresques vont arriver au mois de septembre prochain. C'est 15 artistes qui interviendront à partir de septembre, et ce qui nous permettra de continuer à faire évoluer les couleurs sur les façades de notre ville, ce qui est particulièrement apprécié. On continue de multiplier les visites de scolaires, les visites de groupe et les visites individuelles sur cet itinéraire de street art, ce qui est donc une très bonne nouvelle. Voilà, c'est le point d'information que je souhaitais vous donner. Vous dire que jeudi, nous avons l'arrivée du Tour de Savoie-Mont-Blanc à Moutier, avec un départ le lendemain matin. Éric a dû nous communiquer, je crois, tout l'ensemble des détails horaires. Je vous invite naturellement à vous joindre à ces festivités, ainsi qu'à l'ensemble des festivités qui vont égrener notre week-end, parce que entre le tennis, l'AG du district de foot, la gym, le vernissage du salon de peinture et de sculpture, il y a peut-être encore des boules, oui ? Tournoi de pétanque, enfin, voilà. Donc les animations ne manqueront pas sur l'ensemble du week-end. La fête de la musique vendredi, bien sûr, Fred, merci de nous le rappeler. La fête de la musique vendredi avec un démarrage à 17h dans le ventre de l'orgue et puis on enchaîne sur les différents groupes en ville. Voilà. Moi j'en ai terminé. Je vois que Philippe a la main sur le micro et donc je pense qu'il a quelque chose à nous dire. Une question à poser, c'est dans le cadre du festival de street art, est-ce que lorsque les façades et les programmes seront définis, qui démarreront en septembre, est-ce que lors d'un prochain conseil municipal, on pourra en avoir l'information ? Donc ça, c'est ma question. Et le deuxième point, c'est juste un constat. Je reviens juste en début de conseil municipal. Lorsque je me suis exprimé en tout début de conseil municipal, tu m'as dit qu'une adjointe devait nous rejoindre. Je pense qu'elle a eu un empêchement, l'empêchant de nous rejoindre. Elle était annoncée, en tous les cas, c'est le mail qu'elle nous avait envoyé. Pour répondre à ta question,
Les artistes sont aujourd'hui connus, puisque ça a fait l'objet de la démarche du pré-festival. Donc les artistes sont connus. Les façades sont identifiées, mais ne sont pas formalisées dans les accords avec l'ensemble des propriétaires. Donc ça, c'est en cours. De la même manière qu'il y a ensuite les déclarations préalables qui vont intervenir. C'est évidemment au terme de tout cela que l'on pourra... Alors la commission Urba sera sollicitée sur les déclarations préalables, bien sûr, mais une fois que tout ça sera défini, bien naturellement qu'on pourra l'évoquer ici. Voilà. Daniel. On peut avoir des informations sur les commerces des 4 chemins, où on en est? Alors, deux choses à dire sur ce sujet-là. Je crois que c'est aussi le 8 juillet, d'ailleurs, non ? La première chose, c'est que sur la partie rencard, on est toujours en démarche active avec des personnes qui souhaitent s'installer à cet endroit-là. Donc ça avance. Je sais qu'il y a des chiffrages de travaux qui sont en cours. On a bon espoir qu'on puisse acter quelque chose prochainement. S'agissant de la partie île aux Favres, on a des sollicitations, ce qui nous a conduit à rédiger un cahier des charges de cession et que nous allons être dans une phase active dans les toutes prochaines semaines. Et ça veut dire que vous serez invités, les élus, à venir travailler précisément sur ce sujet pour qu'on puisse, on borde les derniers éléments de procédure, pour qu'on puisse lancer rapidement, je veux dire, les initiatives de ce côté-là et pouvoir aboutir une occupation, en tous les cas un projet, dans ce bâtiment, dans cette partie-là. Puisque j'en suis à donner des informations sur ces sujets-là, je veux dire aussi qu'on a poursuivi nos avancées sur l'étude urbaine de manière positive et productive, et que nous allons là aussi avoir des communications préalables qui vont intervenir sans doute dans l'été. Donc on aura là aussi l'occasion d'en reparler prochainement, en sachant que la partie du faubourg, par exemple, est un sujet qui intéresse, puisqu'on a aujourd'hui déjà, par anticipation de toute procédure, 2 investisseurs qui travaillent d'ores et déjà à des possibilités d'aménagement. Donc voilà, en tous les cas, il y a ce dont on peut se réjouir collectivement, une appétence sur ces différents endroits pour lesquels on pourra investir dans notre commune. J'ajoute d'ailleurs, puisque ça a été dans nos travaux d'aujourd'hui, que s'agissant du projet de la Chaudane, celui auquel je fais référence, Bernard, et pas celui auquel vous faisiez référence, sur le projet de la Chaudane, nous avançons là aussi de manière concrète. On a revu les investisseurs et leurs partenaires la semaine dernière. Nous avons revu l'architecte aujourd'hui. Et l'architecte mène actuellement les consultations du côté des services de l'État, du côté des risques et du côté de l'ABF. Donc voilà, tout ça avance globalement et positivement. Et puis, je vous donne aussi un indicateur qui est issu de la dernière commission logement de la communauté de communes, mais qui nous intéresse directement. On a un glissement constaté du logement social vers le parc privé. Et on a, dans le même temps, des chiffres d'occupation du logement social qui sont favorables, puisque nous avions une vacance à l'été 2018 dont je ne me souviens plus, mais qui était... les chiffres que je vous donne, c'est hors Montgalgan. Les chiffres, le chiffre au-delà, le chiffre de juillet, je ne l'ai plus, mais en tous les cas, il s'est amélioré entre l'été 2018 et septembre 2018 pour arriver à une vacance de 75 logements. Et nous avons refait un comptage au 1er juin 2019 et nous sommes aujourd'hui à 48. Ce qui veut dire que la combinaison de ces 2 indicateurs, glissement du parc social vers le parc privé, et baisse de la vacance de manière sensible quand même, pour arriver aujourd'hui à 48, sont des indicateurs favorables qui contribuent à l'appétence des investisseurs et qui contribuent à ce que des projets sur lesquels nous nous sommes positionnés
et sur lesquels nous avons bien fait de nous positionner avec le PFL et avec la SAS, ça leur donne aujourd'hui vraiment des couleurs et on peut avoir un espoir sur le fait que les choses évoluent positivement dans les mois et les années qui viennent. Voilà, Daniel, ce que je peux te dire. Oui, Stéphane, et ce sera la dernière. Une question concernant Favre et puis Rancard, c'est toujours des porteurs privés? Ça sera toujours des porteurs privés ou... Oui, alors, il y a un principe que nous avions nous-mêmes retenu, compte tenu de nos caractères exsangues sur les finances, c'est que nous n'étions pas en capacité, nous, de porter les projets. Donc, lorsque nous intervenons ou faisons intervenir pour notre compte le PFL ou la SAS, c'est parce qu'on identifie un intérêt particulier sur le foncier dont il est question, qu'on le fait porter à un moment donné, avant de pouvoir l'orienter vers le projet auquel on aura donné une caution. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, dans la cession de ces biens, il faut qu'on ait préalablement défini les orientations que nous souhaitons donner. En mode privé. Mais en mode privé. Voilà. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, puisqu'il est assez tôt pour se le souhaiter. Merci.